Cette semaine, lors des rencontres de l'UDECAM, les échanges ont été plutôt vifs entre les publicitaires et Mathieu Orphelin, ce député du Maine-et-Loire qui veut restreindre progressivement la publicité sur les produits les plus polluants. Si sa proposition de loi a été finalement rejetée en commission, le gouvernement veut lui aussi légiférer. Et ce sera via un futur projet de loi porté par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, qui soutient cette proposition issue de la Convention citoyenne pour le climat. Alors rien n'est défini encore, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est lui dit opposé à un encadrement plus strict de la publicité, préférant l'information à l'interdiction. Alors où va-t-on ? La sauvegarde de l'environnement et la publicité sont-elles de futures bonnes amies ? Les inquiétudes du marché sur l'impact économique et social sont-elles crédibles ? Est-on obligé d'encadrer pour responsabiliser ? Quelles répercussions pour les médias qui en dépendent ? Et enfin, la pub sera-t-elle demain encore la pub ? Pour tenter d'y voir plus clair, nous discutons ce matin avec Stéphane Martin, directeur général de l'ARPP, l'autorité le gendarme de régulation professionnelle de la publicité. Bienvenue dans Le Planning, votre nouvelle émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Nous allons décrypter les enjeux de notre marché, comprendre les innovations qu'il traverse et tenter d'arrêter le temps pour mettre des mots sur demain. Nous allons nous intéresser aux acteurs qui n'ont pas perdu la foi dans un marché chamboulé, chahuté par les circonstances, aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent le monde. Bonjour Stéphane Martin. Bonjour. En quelques mots déjà, pouvez-vous repréciser le rôle de l'ARPP ? L'autorité de régulation professionnelle de la publicité, dans son nom qui a été modifié en 2008, précédemment BVP, Bureau de vérification de la publicité, existe depuis 85 ans, créé en 1935, avec les mêmes acteurs. Et c'est sa force, c'est d'avoir les marques, les entreprises, les agences qui les conseillent, et tous les supports qui vont diffuser les messages. Et bien sûr, au fur et à mesure des décennies, la problématique était peut-être une problématique presse dans les années 30, mais évidemment, c'est élargi encore plus maintenant aux problématiques audiovisuelles et digitales au sens très large. Donc, sa fonction première, c'est de réunir ces familles, ces trois familles, qui sont vraiment constitutives des messages de promotion et de produits et services et de respect des récepteurs de ces messages que sont donc les citoyens consommateurs, vous et nous. Et c'est cet équilibre qui passe par l'adoption après co-construction avec notamment des associations, d'ailleurs nommées par les ministres, associations environnementales comme associations de consommateurs. Bruno Le Maire nomme les associations de consommateurs. Barbara Pompili va nommer les associations environnementales qui vont siéger au sein d'une des instances constitutives de l'ARPE qui aide à la rédaction de règles professionnelles, ce qu'on appelle un code de l'ARPE, des recommandations, et qui aborde un grand nombre de sujets, dont notamment, bien sûr, tout ce qui est le développement durable. Alors, si je vous invitais, alors que le secteur publicitaire s'inquiète sur cette question de l'encadrement pour une publicité plus écolo, c'est aussi parce que vous avez publié il y a peu avec l'ADEME votre bilan de publicité et environnement sur 2019. Donc, ça tombe plutôt bien. On apprend dans ce rapport que sur 26 120 publicités analysées, 833 seulement sont liées à la thématique environnementale, un taux de 3% qui est stable par rapport aux années précédentes. C'est plutôt peu, le chiffre marque. Comment on l'explique ? Alors, je pense qu'en 2020, déjà, puisque là, ça porte sur les publicités 2019, c'est un engagement que la profession a pris devant des ministres. Alors, à l'époque, c'était Jean-Louis Borloo pour l'écologique et Luc Châtel pour la consommation. Donc, ce sont des engagements suivis de faire aussi un bilan d'application de la règle que la profession a sur le développement durable, sur l'argument écologique. C'est déjà une règle, il faut le rappeler, puisqu'on a l'impression parfois qu'il n'y aurait pas d'encadrement, ce qui est complètement l'inverse. Nous sommes un secteur particulièrement encadré. Les professionnels peuvent vous le dire, il y a un nombre de textes réglementaires, en plus bien sûr de ceux que la profession s'impose, qui fait qu'on est loin d'être dans un paysage sans droit. Et donc cette règle, il faut, et c'est un engagement, la surveiller, la monitorer en bon français, au fur et à mesure des années. Donc c'est le 10e bilan. C'est un 10e bilan qui montre deux facettes, qui montrent que oui, l'argument écologique n'est pas utilisé massivement dans chaque campagne,
Et on regarde pour cela, vous l'avez cité, plus de 25 000, plus de 26 000 messages, qui est déjà significatif sur 4 mois. Mais quand il est utilisé, globalement, 9 sur 10 sont tout à fait conformes. Alors après, on peut le voir, il faut aussi, et c'est aussi un signal d'alerte, ce bilan, c'est un signal de prise de conscience que pour, justement, c'est une campagne sur 10 qui ne sont pas conformes, or soit radicalement pas conformes pour à peu près la moitié de cela, ou d'autres qui sont vraiment sur des pistes d'amélioration, il faut vraiment, et parce que ça touche de nouveaux moyens de communication qui sont intégrés, ça touche beaucoup, par exemple, les réseaux sociaux, ça touche beaucoup les communications sur les plateformes de partage de vidéos. Il faut que l'ensemble des professionnels qui sont concernés par une communication responsable s'imposent que partout, la communication doit respecter les règles. Et y compris quand je suis community manager d'un poste sur un réseau social, je dois intégrer, et c'est ça peut-être la complexité, je dois intégrer que s'applique aussi à moi, même si le ton, la créativité du ton peut différer, mais en matière particulièrement de publicité environnementale, les règles sont très riches, très contraignantes, et on le voit, c'est plutôt des messages qui sont un peu trop disproportionnés par rapport aux engagements des marques qui posent problème. On ne sauve pas la planète, même si on a un produit qui est meilleur pour la planète, il n'est pas bon pour la planète. C'est ce genre de subtilité qui fait que, évidemment, vous pouvez basculer du côté du manquement, alors que ça aurait pu être, par un simple petit adverbe, finalement, une bonne publicité. Alors justement, par rapport à vos recommandations, quels sont les principaux écarts des agences entorses ? Les principaux manquements, alors justement, la question, c'est pas forcément des agences, justement, c'est peut-être parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui aident à la production de nouveaux messages, et ou parfois pas d'acteurs, tout simplement des équipes intégrées, qui doivent gérer et le rythme beaucoup plus rapide, c'est sûr, et en même temps une variété de textes contraignants. C'est plutôt vraiment, il faut retenir la notion de proportionnalité. C'est-à-dire que oui, la publicité, bien sûr, a le droit à son langage d'emphase, parfois à des ellipses, mais en la matière, c'est rarement bon conseiller d'essayer de faire un jeu de mots, par exemple, parce que il faut être un peu plus précis et surtout être très proportionné aux réels engagements. L'entreprise, et on le sait, les entreprises sont engagées dans la transition. Elles modifient leur process de production, elles sont très impliquées, mais pour autant, vous comme nous, on a tous une empreinte, on a tous évidemment un impact, et donc pour cela, on ne peut pas littéralement dire qu'il n'y a plus d'effet et que tout va bien, que nous sommes carrément la nature. Si je caricature, c'est un peu ce genre de phrase, alors que certains peuvent appeler du greenwashing, on va dire, un verdissement un peu excessif. Donc c'est cette notion à retenir, il faut être proportionné. Et bien sûr, autre argument, il ne faut pas non plus aller à l'encontre d'une certaine, par maladresse, évidemment, personne n'est contre la transformation, la transition vers une société plus bas carbone, etc. Mais pas donner l'impression qu'on fait par une image, un jeu de mots, et notamment une phrase un peu choc, qu'on serait à l'encontre des impacts citoyens, c'est dans la règle, et donc il y a des stratégies qui sont mises en place, les accords de Paris par exemple, les objectifs 2040, la recommandation dans sa nouvelle version applicable depuis le 1er août, inclut par exemple évidemment dans son préambule qu'il y a au niveau des Nations Unies, on le sait, les 17 engagements pris. Alors justement, vous êtes là pour le rappeler, il y a de nombreuses règles qui existent déjà en la matière, et vous en êtes le garant. Si vous deviez citer les principales. Alors les principales, c'est déjà ne pas s'interdire de communiquer sur une politique d'entreprise, sur une transformation, sur le faire savoir. C'est d'ailleurs ce que la profession dit, c'est que évidemment, vous l'avez cité, quand le ministre parle, etc., qu'il est contre l'interdiction, mais il ne dit pas justement qu'il faut s'interdire d'informer. Donc on est sur des sujets complexes, on est sur des sujets de transformation, on est sur des sujets de comportement qu'il faut bouger.
Et justement, il faut saisir cette opportunité que la publicité est un des éléments qui va aider. Donc déjà, premier niveau, il faut communiquer. Bien sûr, après, et c'est là où la profession a une autorité pour ça, on peut travailler sur la manière de le dire, c'est l'accompagnement. Et c'est vraiment sur, ne pas aller bien sûr contre des impacts éco-citoyens. Typiquement, sur les transports en commun doivent être plutôt privilégiés, ou la mobilité douce, par exemple, etc. Donc, quel que soit le secteur, d'ailleurs, que vous soyez ou pas dans le secteur de la mobilité, vous devez veiller à ne pas essayer de contredire tous ces impacts éco-citoyens. Vous qui connaissez justement mieux que tout le monde toutes ces règles qui existent déjà, comment vous avez perçu cette polémique autour de nouvelles règles qui pourraient arriver ? Alors après, le débat démocratique existe et il faut l'entendre. Il faut l'entendre dans l'esprit que ce sont aussi ce que des consommateurs nous font savoir. Et là, les marques le mesurent parfaitement. Il y a une volonté, alors qui n'est pas non plus uniforme, il faut aussi entendre cette partie-là. Malheureusement, on sait que les contraintes financières d'un grand nombre de ménages, en plus avec cette crise sanitaire et économique, leur empêchent parfois de pouvoir, par exemple, changer de modèle de voiture, mais pourtant ils en ont besoin pour pouvoir aller travailler. Donc chacun a ses contraintes, donc rien n'est simple, rien ne sera évidemment noir et blanc. Mais tout le monde va dans le sens qui est que, évidemment, c'est par la collaboration et le travail ensemble que l'on réussira et pas dans justement de l'anathème ou l'opposition frontale. Après, le questionnement peut-être qui a émergé de certaines associations repris par quelques élus de l'opposition, c'est est-ce que c'est en touchant la publicité, en interdisant la publicité, que je résous le problème du produit ou du service. Donc c'est cette dimension assez franco-française d'ailleurs. Moi, participant dans un réseau européen avec mes homologues, et pourtant dans des pays souvent beaucoup plus impliqués dans la transition, le soutien justement, par exemple, au vélo, si je pense à nos amis néerlandais. Enfin, c'est pas une problématique qui est celle-ci. La problématique, c'est oui, on va, par exemple, arrêter la vente de tels produits en 2035, en 2040, etc. Et donc, de fait, la publicité s'arrêtera. La question ne se pose même pas. Là, la question a été posée de manière inverse, c'est de dire je vais d'abord interdire la pub, et de fait, comme ça, les produits vont s'arrêter. Donc, c'est ça qui a posé peut-être une crispation. Le dialogue doit se renouer et la pédagogie peut-être doit se faire, notamment par exemple auprès des citoyens. Mais on en revient à la question sempiternelle de la publicité positive qui incite ou la publicité qui interdit et qui va à l'encontre du libre arbitre du consommateur. C'est aussi ça que révèle ce débat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce débat révèle déjà une posture quand même sur la perception du rôle de la publicité. La publicité d'ailleurs dans son monde économique. Et c'est là où il peut y avoir évidemment des fractures qui ne sont pas nouvelles, elles sont historiques, sur des rejets qu'on peut entendre de l'économie de marché par exemple, et de la régulation de cette économie de marché. La publicité n'est qu'un tout petit élément de cette régulation. Donc le débat existe. Il est au sein de la société française et il est donc naturel. Donc ça révèle quand même avant tout ça. Ensuite, la publicité, son rôle a beaucoup changé. Elle s'est adaptée et quand on a, et c'est l'avantage d'avoir 85 ans d'autorégulation, c'est qu'évidemment les problématiques sont pas tout à fait les mêmes. On est beaucoup plus maintenant dans une promotion d'innovation, même si parfois il est important aussi de résoudre la problématique des promotions, par exemple, qui sont importantes, qui sont parfois oubliées, quand une très grande partie de la population ne peut pas véritablement consommer, c'est-à-dire être dans la société, faire société, comme on dit, tout simplement parce qu'elle n'a pas les moyens, sauf dans quelques moments, d'acheter des promotions. Donc pour vous, la publicité est un moyen, un outil, un instrument qui peut véhiculer plusieurs messages positifs ou négatifs, et donc dans ce cas-là, encourager la transition énergétique, demain, autre chose.
Oui, la publicité, c'est vraiment l'outil. Mais d'ailleurs, le gouvernement le sait, puisqu'ils s'en servent. Ils sont émetteurs de messages. Les associations elles-mêmes, elles émettent, elles utilisent toutes ces techniques. Donc, la publicité sert pour tout type de message. Et puis, le juge ultime reste quand même le consommateur. Et c'est là où, parfois, dans le débat, cette dimension peut être niée, que le récepteur ne serait pas suffisamment intelligent pour concevoir et interpréter et faire la part des choses d'une information dont il a besoin. Il a besoin d'une information commerciale aussi. Et donc finalement, si on reprend l'exemple qui est beaucoup véhiculé, qui est celui des gros SUV polluants, des 4x4, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux réguler au niveau du constructeur, à la source, plutôt que de réguler le message ensuite de son agence via la publicité? En fait, souvent ce qui est oublié, c'est que la régulation des constructeurs, elle existe déjà. Simplement, elle n'est pas franco-française, elle est européenne avant tout. Et ils ont eux-mêmes des objectifs extrêmement chiffrés, contraignants, de diminution pour leur gamme, etc., etc. Donc là encore, c'est une vision très franco-française de prendre comme ça des étendards. Alors, l'étendard en ce moment, c'est le SUV. Mais le SUV, en reprenant parfois même une étude mondiale, le SUV américain n'a absolument rien à voir avec le SUV européen. Donc déjà, quand on veut tout mélanger, évidemment, ça permet d'aller droit au but pour certains. Mais la réalité est là encore plus complexe. Je pense que c'est tout simplement parce qu'il faut arriver à faire comprendre dans le débat que tout est complexe, mais qu'il y a une volonté de travailler ensemble si certains oublient des postures. Et quand on oublie les postures, on voit bien qu'on peut avancer sur l'information, sur l'éducation, sur la prévention, ce qui ne veut pas dire que le cadre ne doit pas bouger, mais la preuve, cette règle, l'ARP, le BVP historiquement, a depuis 30 ans, 1990, la première règle justement sur les arguments écologiques dans la publicité. Donc les préoccupations à l'époque n'étaient pas les mêmes, à l'époque c'était plutôt les comparaisons entre lessiviers sur avec ou sans phosphate, c'était ça les campagnes pour les plus anciens. La problématique n'est plus ça. La problématique, elle est liée d'ailleurs au type de produit. Donc, sur l'automobile, vous le résumez, que c'est toujours pareil, la poule et l'œuf, quasiment. Mais voilà, je pense que la profession, mais comme nous tous, enfin, le bon sens veut que c'est d'abord, s'il faut contraindre, parce que il y a des études, il y a des recherches, s'il faut fixer une échéance à telle date, de fait, la publicité s'arrêtera. D'ailleurs, la publicité automobile, si on prend l'exemple encore, il suffit de voir tous les messages, et nous on les voit passer, et notamment toute la publicité télé, puisque c'est une des missions de l'ARP. Il y a une part de marché, une part de voix publicitaire des publicités des véhicules électriques ou rechargeables électriques qui est largement dominante, qui n'est pas encore le reflet exactement de la part de marché des ventes. Mais c'est normal, il y a toujours un effet d'avance des communicants, de la communication sur la réalité de la structure du marché. Vous avez un rôle un peu particulier puisque vous êtes constitué des associations du secteur et en même temps vous les régulez. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes du marché sur la question de l'impact économique et social, la question de l'impact sur les revenus des médias? Alors on comprend bien évidemment. Alors c'est vrai que la mission de l'ARP n'est pas une mission économique, puisque finalement à l'ARP, un seul message, qui soit diffusé une fois ou des milliers de fois, va avoir la même analyse au regard des règles applicables, des règles de droit dur comme des règles de droit souple. Pour autant, évidemment, nous sommes au sein d'une économie, alors qui en plus est particulièrement questionnée cette année. Les chiffres de l'INSEE montrent une récession à peu près confirmée de 9%. Je crois que personne ne peut à un moment s'imaginer ce que ça peut représenter quand même, une baisse de PIB de 9%, qui est encore pire d'après les chiffres qui sont prévus pour la publicité, puisque la publicité va perdre 1/5 de son marché publicitaire, c'est-à-dire faire revenir au niveau de 1999, si je prends les chiffres du baromètre unifié du marché pub, du BUM. Donc, évidemment, ça, on le lit, on le voit, et on le pressent, puisque évidemment, nous avons des relations avec nos adhérents qui nous questionnent, et on les voit inquiets eux-mêmes, et notamment sur l'aspect des emplois, tout simplement, des talents. Et donc, c'est une préoccupation que tout le monde doit aussi avoir, qui est que ça a des impacts très concrets. La spécificité, là encore, dans ce dossier, et notamment vu de l'Europe, c'est ça, c'est que, alors
on part à l'envers à chaque fois. Donc, on parle de la pub pour toucher les produits, mais là, c'est la même chose. On décide de mesures sans en avoir mesuré les impacts. Alors que c'est l'inverse. Quand on crée une loi ou des directives européennes, on fait toujours l'inverse. On fait d'abord une mesure d'impact, qui est des nouvelles idées de loi et de restrictions. C'est ça la vie des enjeux démocratiques. Mais dans ces cas-là, on mesure les impacts, on fait souvent des contributions très ouvertes, notamment dans le modèle européen. Après, chacun y contribue, d'ailleurs les pour et comme les contre. Et puis, après, il y a un débat démocratique qui va arriver à une position. Donc là, c'est vrai, tous nos référents sont presque bousculés, mais c'est des référents de droit dur, là, je parle, c'est-à-dire qui est que, voilà, des mesures sortent comme ça, sans aucune mesure d'impact, et au bout du bout, après, maintenant, tout le monde essaye de faire de l'impact qui est réel, puisque quand il y a des mesures d'interdiction rapides, immédiates, il ne faut pas se voiler la face, avoir des impacts partout. Et ça va avoir des impacts, bien sûr, pour les marques elles-mêmes, donc presque pour leurs emplois, leurs actionnaires, jusqu'à, bien sûr, les agences et tous les talents créatifs qui contribuent à cela. Et l'arrêt, malheureusement, de ce secteur culturel ou le quasi-arrêt comme événementiel pose de vraies questions aussi, jusqu'aux médias, dont certains vivent quasiment, voire certains, par exemple la radio, à 100%, quand c'est la radio privée, vivent des recettes publicitaires. Est-ce qu'on est obligé d'encadrer pour responsabiliser ? Alors l'encadrement existe, c'est ça qu'il faut parfois rappeler, il est même surencadré. La publicité est particulièrement encadrée parce certains ont pu estimer, notamment quand il y avait des textes européens à transposer, à les surtransposer. Donc il peut y avoir une vision historique de certains, justement peut-être de déresponsabiliser, d'infantiliser le consommateur, mais d'ailleurs presque l'entrepreneur de la même manière. Donc c'est vrai. Et elles sont vraies, ces critiques-là ? Elles sont biaisées, en fait. C'est une vision, tout simplement, un peu dirigiste, mais qui est structurelle. Enfin, je dirais qu'il suffit de remonter à l'absolutisme. Donc on a gardé cette idée quand même que certains savent et d'autres pas. Donc, alors c'est ce qui crée d'ailleurs des tensions. On l'a pu le voir typiquement avec les bonnets rouges, puis ensuite les gilets jaunes, enfin si on fait toutes les couleurs. Donc il faut que tout le monde soit bien vigilant, que justement, le citoyen qui est un électeur, il sait de quoi il parle et il saura à un moment ou à un autre. Alors parfois c'est par les urnes, ça c'est la bonne chose, mais malheureusement, parfois, c'est plus violent. Donc, il faut être tous vigilants à ce que et la pub le sait, l'avantage, c'est que la publicité, les gens du marketing savent que leurs consommateurs sont intelligents et ils savent réagir, a fortiori maintenant avec les réseaux sociaux. Quand il y a des maladresses de communication, ils ont tout de suite les retours. Donc, nous sommes peut-être le secteur qui connaissons mieux, avec des termes qu'on appelle les insights, etc. Nous sommes certainement le secteur qui connaissons mieux les réactions et la réactivité et l'intelligence du récepteur de nos messages. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement que le secteur publicitaire, vous-même, communiquiez plus sur l'encadrement qui existe déjà, sur les règles, et finalement, c'est ma question. Assurément, de toute façon, tout le monde peut s'améliorer. Pour éviter ce genre de projet de loi qui... Peut-être que le député orphelin, finalement, ne savait pas que autant de règles existaient déjà, et du coup, c'est ça aussi qui émerge, ce que je comprends de ce que vous me dites. Alors, il faut faire la part des choses. Autant, probablement, les citoyens de la Convention citoyenne, parce que tout simplement, ils n'ont pas eu le temps ou pas voulu, finalement, passer le temps à l'audition de chacune des filières qu'ils ont voulu réguler. Mais pour cela, il n'est jamais trop tard. On est tout à fait prêt à expliquer justement aux citoyens ce qu'est la réalité et donc la complexité de tous les métiers, et notamment les nôtres. C'est un peu différent pour monsieur le député, qui a quand même été un directeur de communication de l'ADEME, etc., donc qui connaît bien les ficelles, mais là, il est sur un autre champ, et tout à fait respectable, qui est le champ de la politique. Donc oui, on peut tous s'améliorer, et bien sûr, à toujours mieux faire connaître et mieux faire savoir. Et c'est important, et merci justement à vous de me laisser ce temps. Je crois que c'est plutôt à la profession presque de savoir aussi faire savoir
que l'autorégulation qu'elle a mise en place lui sert. Alors bien sûr, ça ne fait pas toujours plaisir au quotidien quand l'ARPE dit non, là, vous ne pouvez pas, c'est pas très... Mais ça fait partie du conseil préalable, de l'activité préventive. Mais c'est ce système-là qui permet et qui a permis d'avoir une liberté de communiquer tout en respectant le consommateur. Donc, bien sûr, on peut tous s'améliorer et c'est un des moyens, comme ce podcast, de le faire. Vous vous sentez soutenu par le gouvernement par rapport à ces propositions de la Convention citoyenne sur le climat? Le président de la République a validé 146 des 149 propositions et finalement se retrouve un peu bloqué aujourd'hui parce qu'il voit que tout n'est pas possible. Alors, le projet de loi n'est pas fait, donc on ne peut pas statuer, on ne sait pas. Il y a des échanges, notamment au sein de la filière communication. L'ARPE est un des membres de la filière communication avec toutes les autres organisations, les syndicats de salariés, c'est important, du secteur, la direction générale des entreprises, la direction générale des médias et des industries culturelles, c'est-à-dire les deux ministères de l'économie et de la culture, l'union des marques... Voilà. Mais il n'y a pas de texte en cours parce que je pense que la rédaction du texte est rendue complexe par le fait que, comme le système est inversé, on est parti plutôt d'idées de mesures sans avoir vu pas simplement les impacts économiques, mais parfois le fait que, et c'est aussi un travers français, c'est qu'on est en Europe. Qu'on dépend quand même des traités européens que nous-mêmes, gouvernement, parlementaires français, etc., avons adoptés, et que certains des traités sont extrêmement clairs sur le fait que on ne peut pas, nous seuls, la France, subitement, on serait le phare de l'humanité, nous pourrions bouger dans notre coin. Vous pensez qu'il va en rester quoi de ce futur projet de loi après les discussions et après l'opposition du secteur? Est-ce que le secteur va gagner ? Je pense que c'est ni une version qui doit gagner, qui doit perdre. Je pense que c'est justement, parfois, à travers de certains de nos opposants, mais il faut mettre le genou à terre. Non, c'est pas ça. Sur un sujet sur lequel tout le monde se rejoint, qui est oui, il y a une urgence climatique. Oui, il y a une transition écologique indispensable, nécessaire, qu'il faut absolument respecter les échéances. D'ailleurs, qu'on l'on a, et Paris était la ville de la signature des accords. Donc, oui, on est tous pour ces objectifs-là. C'est par le travail collectif et non pas une opposition stérile d'ailleurs in fine que, les comportements des consommateurs risquent de changer si en plus on ne veut pas exactement, en tant que marque, en tant qu'agence, en tant que média, leur dire pourquoi il faut changer. Parce que c'est vrai que dans certains cas, ça nous touche personnellement. C'est des changements de mode de vie. Merci Stéphane Martin. Merci de cet honneur. D'avoir répondu à nos questions et à cette première interview du podcast Le Planning. Belle vie alors et longue vie au planning. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et à vous abonner évidemment à ce podcast. À très vite.